Une petite fille disparaît, mais ce qu'il y a de plus terrifiant, c'est qu'elle n'est même jamais arrivée à l'école ce matin-là. Une longue période de silence a suivi, avant que quelqu'un ne signale la disparition de Madeleine. Des témoignages familiers ont progressivement révélé des détails qui ne concordaient plus. Lorsque la police a commencé son enquête, tous les indices pointaient vers les personnes les plus proches d'elle. Et la plus grande question demeurait, que s'est-il réellement passé avant la disparition de Madeleine ? Kissimmee, en Floride, une ville du comté d'Osceola, où les rues historiques du centre-ville conservent encore leur charme d'antan. Tandis qu'à quelques minutes de route seulement, on peut ressentir l'effervescence de certains des plus grands parcs à thème des États-Unis. Pour les habitants, c'est une communauté soudée, marquée par une histoire profonde. Pour les visiteurs, Kissimmee évoque la magie de l'imaginaire, un lieu où les rêves semblent possibles sous la lueur de Disney. C'est dans cet environnement que Madeleine Soto a grandi, partagée entre deux mondes, la chaleur familière du foyer et l'attraction magique d'une destination qui accueille des millions de familles venues du monde entier. Madeleine Soto est née le 25 février 2011. Elle était la fille de Jennifer Soto et de Tyler Wallace, qui se sont séparés par la suite. Dès son plus jeune âge, Madeleine a fait preuve d'une intelligence remarquable et d'une curiosité naturelle. Elle avait des cheveux blonds clairs, des yeux bleus vifs et un sourire innocent qui mettait à l'aise tous ceux qui l'entouraient. Pour son père, Tyler, Madeleine n'était pas seulement sa fille, elle était la lumière de sa vie. Il la décrivait avec des mots simples mais sincères. Elle était le bonheur. Elle apportait de la joie à tout le monde. Elle était intelligente, un peu originale et toujours curieuse du monde. En raison de la séparation de ses parents, le père de Madeleine, Tyler Wallace, ne pouvait pas voir sa fille aussi souvent qu'il l'aurait souhaité. Cependant, son amour pour elle n'a jamais faibli. Malgré les difficultés dans sa relation avec la mère de Madeleine, Tyler a toujours affirmé que le bonheur de sa fille était sa priorité absolue. Dans une déclaration publique, il a exprimé l'espoir que, lorsqu'elle serait assez âgée, Madeleine aurait la liberté de choisir l'endroit où elle souhaiterait vivre, non sous la pression, mais simplement selon ses propres souhaits. Madeleine trouvait également chaleur et acceptation auprès de sa belle-mère, Tatiana Wallace, qui ne la traitait pas comme une belle-fille, mais lui offrait toute l'attention et l'affection d'un véritable parent. Malheureusement, cette même proximité n'existait pas entre Madeleine et sa mère biologique. Après avoir atteint l'âge de 13 ans, Madeleine fréquentait le Hunters Creek Middle School à Orlando, en Floride. Elle vivait dans un appartement avec sa mère, plusieurs colocataires, ainsi que le compagnon de sa mère, Stephen Michael Stearns. Dans ce qui semblait être un cadre de vie ordinaire, Madeleine continuait à cultiver son esprit créatif. Elle aimait la musique, la danse, le dessin, tenait un journal intime et faisait preuve d'une curiosité constante pour le monde qui l'entourait. Le matin du 26 février 2024, aux alentours de 8h30, c'est Stephen Michael Stearns qui a conduit Madeleine à l'école. Toutefois, son récit a immédiatement soulevé des interrogations. Il a déclaré qu'avant de se rendre à l'établissement, lui et Madeleine s'étaient arrêtés dans un McDonald's pour prendre le petit déjeuner. Selon ses dires, Madeleine se serait ensuite endormie dans la voiture et n'aurait plus voulu manger. Pour cette raison, Stearns a affirmé qu'il ne l'avait pas déposée à l'entrée de l'école, mais qu'il l'avait laissée plusieurs rues plus loin, près d'une église. Il a prétendu que l'adolescente de 13 ans se sentait gênée de descendre de sa berline Lincoln MKZ de couleur argentée. Dans l'après-midi, vers 16h30, la mère de Madeleine, Jennifer Soto, est arrivée à l'école pour récupérer sa fille. C'est à ce moment-là qu'elle a appris une information qui a plongé toute la famille dans la panique. Madeleine n'avait jamais assisté aux cours ce jour-là. Dans la soirée, un signalement de disparition a été déposé auprès du bureau du shérif du comté d'Orange. Bien sûr, ils le sont. Parlent-ils anglais ? Oui. Bonjour, c'est maman. Est-ce que maman va bien ? Salut, je n'ai pas besoin de être là. Salut, que se passe-t-il ? Donc, ma fille a été déposée près de l'école ce matin, mais elle n'est jamais arrivée à l'école. Je suis désolé. Oui, allez-y. Monsieur, est-ce que nous cherchons un autre enfant ou nous avons un enfant qui en cherche un autre ? Aucune raison de faire une émission à la télévision, comme la plupart. Cela attirerait plus d'attention. 13.
j'essaye d'y arriver, je sais, d'accord. Donc elle devait être déposée à l'école, puis arrivée à l'école, je suis allé la chercher à l'école et elle n'est jamais sortie. Ils l'ont annoncé au haut-parleur et je me suis dit qu'elle était peut-être venue à pied, car parfois je l'accompagne jusqu'à ce bureau, je suis venu ici, rien, je suis retourné à l'école, nous étions proches. J'ai reçu une notification, un email de l'école disant qu'elle était absente, mais j'ai aussi envoyé un message à son enseignante. En regardant toute sa présence aujourd'hui, vous avez vu qu'elle allait partir, elle n'était pas à l'école aujourd'hui non plus. D'accord, donc elle n'y est jamais arrivée. D'accord, comment s'appelle-t-elle? Madeleine, deuxième prénom, Maddy, j'ai un nom de famille, donc non. Alors, dites-nous un peu, date de naissance. 22 février 2011, oh, désolé. 22 février 2011, parfait. Madeleine Sato, âgée de 13 ans, j'essaye d'appeler la description maintenant. Elle a été vue pour la dernière fois portant un sweat à capuche vert, des crocs blanches, soit un pantalon bleu ou noir, je pense un short noir ou blanc. D'accord. Short noir, très bien. Savez-vous si elle a des amis dans le secteur? Elle en a, mais elle ne sait pas où ils habitent. J'ai demandé à tous, d'accord. Est-ce qu'elle a des endroits où elle va habituellement, chez des amis ou des lieux de rassemblement typiques? Non, généralement non. D'accord. Donnez-moi juste une seconde, laissez-moi voir si j'obtiens quelque chose. Merci jusqu'ici. Et aussi, Hunters Creek Middle School, Pine Creek Meadow Art. Cool. 1, 2, 5. Lors de leur interrogatoire, Stephen Michael Stearns et Jennifer Soto ont d'abord affirmé qu'ils avaient emmené Madeleine à l'école ensemble ce matin-là. Ils ont même décrit la tenue qu'elle portait. Un sweat à capuche vert, des crocs blanches et possiblement un short noir. La tenue que Stearns disait avoir vue la dernière fois qu'il prétendait l'avoir vue. Cependant, l'enquête a rapidement mis en évidence des contradictions. En l'espace de quelques jours seulement, tous deux ont reconnu la vérité. Stearns était la seule personne à avoir conduit Madeleine ce matin-là. En réalité, Jennifer n'avait pas vu sa fille avant sa disparition. Elle a indiqué ne s'être réveillée que brièvement lorsque Stearns a sorti les chiens avant de se rendormir. Si elle n'était jamais allée à l'école. Et donc j'ai reçu une confirmation de l'école. Elle ne voulait jamais m'envoyer un email pour me le dire. Mais j'ai aussi parlé avec elle ou envoyé un email directement à ses enseignants. Vous savez, en regardant toute notre présence, elle n'y est pas allée du tout aujourd'hui? D'accord. Et c'est ce détail qui a rendu le comportement de Jennifer encore plus difficile à comprendre. Ce matin-là, elle a reçu un courriel de l'école l'informant que Madeleine avait été marquée absente. Au lieu de réagir avec inquiétude ou de chercher immédiatement à comprendre ce qui se passait, Jennifer s'est contentée d'envoyer un message à l'un des enseignants de sa fille, Brett Banini, afin de demander des précisions. La réponse qu'elle a reçue s'est révélée encore plus préoccupante. Madeleine n'avait été présente à aucun de ses cours. Le registre de présence de la journée entière indiquait qu'elle n'était jamais entrée dans l'établissement. Un autre élément est venu renforcer les inquiétudes. Le téléphone de Madeleine a été retrouvé au domicile. Bien qu'il lui soit arrivé par le passé de quitter la maison sans son téléphone, partir pour la journée entière sans celui-ci ne correspondait absolument pas à ses habitudes. Plus tard dans la journée, Stephen Michael Stearns a mentionné de manière désinvolte qu'il avait réinitialisé son propre téléphone en tentant d'effectuer une mise à jour du logiciel. Il s'agissait d'un détail inattendu, un élément qui aurait dû susciter une inquiétude immédiate chez n'importe quel parent. Pourtant, Jennifer n'a manifesté aucun soupçon. Au lieu de relier les signaux préoccupants, l'absence de sa fille à l'école, le téléphone de Madeleine laissé à la maison et l'effacement de données sur l'appareil de Stearns, elle a minimisé l'ensemble de la situation. Ce qui a encore aggravé les choses, c'est que les déclarations de Jennifer contenaient des contradictions évidentes au cours des premiers jours de l'enquête. Dans un premier temps, elle a affirmé avec insistance que Stephen Michael Stearns et elle avaient emmené Madeleine à l'école ensemble ce matin-là, mais quelques jours plus tard seulement, Jennifer a reconnu qu'elle avait dormi toute la matinée et qu'elle n'avait pas vu sa fille avant sa disparition. Ce changement de version a renforcé les doutes des enquêteurs. Il a également mis en évidence un schéma préoccupant. Au lieu de prioriser la sécurité et la localisation de sa fille,
Jennifer semblait davantage préoccupée par la protection de son compagnon, même lorsque les signes d'alerte ne pouvaient plus être ignorés. Même lorsque tous les signaux d'alerte étaient clairement visibles, l'école signalant une absence, l'enseignant confirmant que Madeleine n'était jamais arrivée, le téléphone de Madeleine laissé au domicile, et Stephen Michael Stearns réinitialisant son propre téléphone, Jennifer n'a pas modifié son attitude. Au lieu de poser des questions ou de chercher à protéger sa fille, elle a continué à prendre le parti de Stearns, selon les documents et plusieurs rapports. Jennifer Soto présentait depuis longtemps des difficultés d'ordre émotionnel. Des dossiers indiquent qu'elle avait reçu certains traitements. Et lors d'entretiens ultérieurs, Jennifer elle-même a reconnu traverser des périodes d'instabilité émotionnelle, une condition sérieuse, mais qui peut être prise en charge avec un suivi médical approprié. Toutefois, ces traitements s'accompagnaient également d'effets secondaires. Par moments, Jennifer faisait face à une surcharge émotionnelle, à des changements d'humeur soudains et à des périodes durant lesquelles sa lucidité, notamment la nuit, était limitée. Et ces éléments sont devenus importants pour comprendre les incohérences dans ses déclarations, ainsi que la manière confuse dont elle a réagi à la situation. Néanmoins, des difficultés émotionnelles ne peuvent en aucun cas justifier l'absence d'urgence d'un parent lorsque le bien-être de son enfant est en jeu. Dans le cas de Jennifer Soto, les contradictions répétées dans ses déclarations n'ont fait que complexifier davantage la situation. Dans un premier temps, elle affirmait fermement qu'elle et Stephen Michael Stearns avaient emmené Madeleine à l'école ensemble ce matin-là. Peu après, son récit a changé. Jennifer a déclaré qu'elle avait dormi toute la matinée et qu'elle n'avait jamais vu sa fille quitter le domicile. Cependant, lorsque Jennifer a déposé le signalement auprès du bureau du shérif du comté d'Orange, elle a décrit avec précision la tenue que Madeleine portait avant sa disparition, un détail qui a immédiatement soulevé des interrogations chez les enquêteurs. Si elle avait réellement dormi toute la matinée, comment pouvait-elle connaître ces éléments avec autant de certitude ? Soumise à de nouvelles questions, les déclarations de Jennifer ont continué à évoluer. Dans un premier temps, elle a insisté sur le fait qu'elle voulait croire qu'elle avait vu sa fille avant son départ, puis elle a de nouveau modifié sa version, affirmant que Madeleine avait choisi ses vêtements la veille au soir, ce qui expliquerait pourquoi elle savait ce que l'adolescente de 13 ans porterait le lendemain. Cependant, cette explication a elle aussi suscité des inquiétudes. Le dimanche soir, le 25 février, marquait la célébration du 13e anniversaire de Madeleine. Pourtant, sa mère, Jennifer Soto, n'avait pas pu y assister. Elle est rentrée tard, épuisée, et s'est couchée immédiatement. Dans des déclarations ultérieures, Jennifer a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de fonctionner normalement ce jour-là, et qu'elle avait le sentiment d'être entrée dans une période de surcharge émotionnelle, une situation qu'elle affirmait ne pas avoir connue depuis plusieurs années. La fête d'anniversaire des 13 ans de Madeleine s'est tenue au domicile d'un membre de la famille, Jennifer travaillant ce jour-là et ne pouvant être présente, malgré l'absence de sa mère. La célébration s'est déroulée dans une atmosphère chaleureuse. Des proches et des amis étaient réunis, apportant de petits cadeaux et formulant de simples vœux d'anniversaire. Après la fête, la tante de Madeleine l'a raccompagnée à l'appartement aux alentours de 22h. À l'intérieur de l'appartement, Stephen Michael Stearns, le compagnon de Jennifer, se trouvait déjà sur place et veillait sur Madeleine en apparence. Il s'agissait d'une soirée ordinaire venant clore une journée spéciale. En réalité, ce moment marquait le début d'une chaîne d'événements tragiques. Jennifer a déclaré par la suite qu'elle s'était rendue compte avoir oublié de prendre son traitement, un oubli susceptible de déclencher des symptômes graves, et qu'elle avait donc demandé à Stearns de rester avec Madeleine dans la chambre d'amis à l'étage afin qu'elle puisse se reposer correctement. Pour beaucoup, cette décision a semblé difficile à accepter, mais Jennifer a affirmé qu'elle croyait sincèrement que rien n'était anormal. Tragiquement, le moment où la tante de Madeleine l'a ramenée à l'appartement a été la dernière fois où Jennifer a été présente auprès de sa fille dans des circonstances normales. Quelques heures plus tard, sa disparition allait plonger toute la communauté dans la stupeur. Une célébration d'anniversaire,
censé marquer une étape importante du début de l'adolescence, est ainsi devenu le dernier souvenir d'une jeune fille pleine de rêves et d'une énergie vibrante. L'implication de Stefan Michael Stearns dans cette affaire est indéniable. Mais ce qui a profondément choqué, c'est l'ampleur et la gravité de ses agissements, bien au-delà de tout ce que la communauté aurait pu imaginer. Selon l'enquête, Stearns aurait commencé à manifester des comportements extrêmement préoccupants envers Madeleine dès l'année 2022, alors qu'elle n'avait que 11 ans, un âge qui devrait être synonyme de sécurité et d'innocence. Lorsque les enquêteurs ont analysé ces données électroniques, ils ont découvert environ 1700 fichiers préoccupants liés à Madeleine, stockés sur son Google Drive. Un grand nombre de ces fichiers montraient que Madeleine avait été enregistrée à son insu, révélant un schéma de contrôle délibéré et totalement inacceptable. L'analyse des métadonnées a confirmé que ces fichiers remontaient à août 2022, indiquant que ce comportement s'était poursuivi pendant plusieurs années avant la disparition de Madeleine. Ces découvertes ont profondément bouleversé sa famille et laissé l'ensemble de la communauté sous le choc. L'idée qu'une jeune fille ait pu subir, durant une période prolongée, des dynamiques préjudiciables au sein même de son foyer a eu un impact émotionnel considérable sur tous ceux qui suivaient l'effet de l'affaire. Les changements progressifs dans le comportement de Madeleine ont également été clairement documentés. Des amis, des tuteurs et même la conseillère scolaire avaient remarqué des signes inquiétants indiquant que quelque chose n'allait pas. De simples interactions en classe aux modifications de son comportement quotidien, l'ensemble de ces éléments a progressivement dressé un tableau de plus en plus alarmant. Des déclarations de camarades de classe, des notes d'enseignants et des observations détaillées de la conseillère scolaire ont été rassemblées dans un dossier d'enquête de près de 900 pages, transmis au bureau du procureur de l'État le 13 juin 2024. Il ne s'agissait pas simplement de documents administratifs. C'était la preuve qu'une jeune fille tentait d'exprimer un appel à l'aide à travers l'évolution de ses émotions et de son comportement, sans que sa voix n'atteigne jamais les lieux où elle aurait le plus dû être entendue. Des amis et camarades de classe ont rapporté que Madeleine portait souvent une inquiétude silencieuse, qui la rendait plus renfermée que la plupart des adolescentes de 13 ans. À l'école, elle se déplaçait rarement seule. Elle restait presque toujours auprès d'une amie de confiance, car cela lui donnait un sentiment de sécurité. Certains jours, Madeleine entrait en classe, les yeux encore humides, les lèvres tremblantes, sans jamais expliquer pourquoi elle avait pleuré. Une amie proche a confié, avec émotion, que Madeleine s'était ouverte à propos de sa mère. Elle expliquait que celle-ci traversait de fortes fluctuations émotionnelles, ce qui la mettait mal à l'aise au sein même de son foyer. Madeleine disait que, parfois, sa mère évoquait l'avenir d'une manière qui la faisait se sentir distante et incertaine. Pour une jeune fille tout juste entrée dans l'adolescence, ces paroles représentaient un poids discret mais constant, un fardeau silencieux qui la marquait bien plus longtemps que quiconque ne l'avait imaginé. Les enseignants ont également observé des changements préoccupants. La professeure de sciences de Madeleine a écrit qu'elle arrivait souvent en classe visiblement épuisée, le regard lourd, comme si elle avait mal dormi. Elle avait des difficultés à se concentrer, passait de longs moments à fixer la fenêtre et rendait rarement ses devoirs à temps. Un autre enseignant a indiqué que, dans les semaines précédant sa disparition, Madeleine était devenue plus irritable et réagissait de manière excessive à de petites situations, un contraste frappant avec l'enfant ouverte et lumineuse qu'elle avait été auparavant. Ces changements n'étaient pas perçus comme aléatoires. Les enseignants ont noté que l'humeur de Madeleine se dégradait chaque fois que Stéphane se trouvait à proximité. En son absence, elle semblait plus proche de son état habituel, calme et posé. Ces observations dépassaient largement de simples remarques scolaires. Elles constituaient des signaux d'alerte indiquant que Madeleine portait un fardeau émotionnel que les adultes autour d'elle ne comprenaient pas encore. L'enseignant d'éducation physique de Madeleine a lui aussi relevé des comportements préoccupants. Elle terminait rarement les activités complètes en classe. Elle expliquait souvent devoir s'arrêter à cause de son asthme, s'écarter pour utiliser son inhalateur et demandait fréquemment à rester assise pour observer
Au lieu de participer avec ses camarades, en apparence, ses explications semblaient cohérentes pour une enfant souffrant de problèmes respiratoires. Pourtant, la réalité révélait une contradiction douloureuse. Il s'agissait de la même jeune fille qui, autrefois, débordait d'énergie, aimait chanter et danser, et avait été saluée par son professeur de chorale comme l'une des élèves les plus enthousiastes et investies du groupe. Ce contraste rendait encore plus évident que quelque chose, lentement et silencieusement, était en train d'éteindre la joie et la vitalité qui la caractérisaient. La conseillère scolaire de Madeleine a consigné des signes encore plus alarmants. Elle a expliqué que Madeleine souffrait de stress émotionnel récurrent et de vagues d'anxiété intense. Parfois en plein milieu de la journée scolaire, lors d'entretiens confidentiels. Madeleine a confié que ses principales sources de pression provenaient de l'atmosphère tendue à la maison et de sa relation complexe avec sa mère. Fait notable, la conseillère a observé un schéma particulièrement révélateur. Lorsque Stéphane n'était pas présent au domicile, Madeleine paraissait plus calme et émotionnellement stable. En revanche, lorsqu'il était là, elle devenait renfermée, mal à l'aise et éprouvait davantage de difficultés à gérer ses émotions. Ces constats ont renforcé l'idée que la vie de Madeleine était assombrie par un fardeau émotionnel profond, un poids dont elle ne pouvait pas se libérer seule. Mais un détail se révélait plus préoccupant que tous les autres. Bien que Madeleine ait traversé des difficultés pendant des années, elle ne s'est jamais plainte directement de Stéphane et ne l'a jamais critiqué. Elle évoquait parfois les conflits qu'elle vivait avec sa mère, mais ne mentionnait jamais l'homme qui vivait pourtant sous le même toit. Cela a soulevé une question douloureuse. Avait-elle été contrainte au silence? Existait-il une force invisible qui la rendait trop effrayée pour parler? Parallèlement, les éléments de preuve liés à Stéphane devenaient de plus en plus difficiles à ignorer. Il devenait alors plus compréhensible que Madeleine cherche souvent à s'éloigner de tout ce qui lui inspirait un sentiment d'insécurité. Elle avait même confié à voix basse à quelques amis qu'elle souhaitait s'échapper de tout, partir très loin, vivre à l'écart de tout le monde et ne jamais revenir. Ce qui pouvait sembler être une remarque anodine d'enfant était en réalité un appel à l'aide discret que personne n'a su reconnaître à temps. L'aspect le plus déchirant de cette affaire réside dans le fait que les personnes extérieures à son foyer, ses amis et ses enseignants, et même le conseiller scolaire, étaient celles qui avaient perçu les changements inquiétants chez Madeleine. Ils ne vivaient pas avec elle, ne la voyaient pas chaque soir, et pourtant, ils sentaient que quelque chose n'allait profondément pas. Comment alors la personne la plus proche d'elle, sa propre mère, Jennifer Soto, a-t-elle pu affirmer qu'elle n'en avait aucune idée? Cette question a profondément choqué l'opinion publique et laissé un vide douloureux, presque impossible à combler. S'agissait-il de négligence ou d'un choix conscient de détourner le regard face à une vérité dérangeante? Lors d'un entretien avec des enquêteurs fédéraux le 1er mai, Jennifer a évoqué ouvertement son passé. Elle a expliqué que, durant son enfance, sa mère lui répétait inlassablement une règle: ne fais jamais confiance aux hommes. Cette conviction, ancrée dès l'enfance, était devenue pour elle une ligne de conduite. Pourtant, la contradiction est cruelle. Jennifer a laissé Stéphane entrer dans sa vie, puis dans celle de Madeleine. Les dossiers d'enquête ont même révélé qu'à certains moments, Jennifer elle-même nourrissait des doutes à son égard. Elle l'a reconnu lors de cet entretien, déclarant que son instinct de mère lui avait indiqué que quelque chose n'allait pas. Mais au lieu d'agir pour protéger sa fille, Jennifer a mis ses signaux de côté. Elle s'est convaincue que Stéphane était quelqu'un de bien, qu'il ne représentait aucun danger et qu'il était digne de confiance. L'écart entre ce qu'elle avait appris durant son enfance et les décisions qu'elle a prises a laissé de nombreuses personnes perplexes. Était-ce simplement de la faiblesse ou un refus délibéré d'affronter une vérité trop difficile à accepter? Jennifer a également établi une comparaison qui a profondément choqué les enquêteurs et suscité une vive inquiétude. Elle leur a expliqué que sa propre mère avait autrefois utilisé un exemple controversé, issu de la culture populaire, pour la mettre en garde. Des personnes chargées de s'occuper d'enfants pouvaient parfois franchir des limites malsaines
À mesure que ces derniers cercles grandissaient, bien que Jennifer ait grandi en portant cette peur, elle s'est néanmoins convaincue que Stéphane était quelqu'un de bien, qu'il était sûr et qu'il prenait soin de Madeleine comme elle-même prenait soin de sa fille. Puis mais j'avais tort, a-t-elle admis, fait notable. Lors de ce même entretien, Jennifer a également reconnu qu'elle ne s'était jamais réellement sentie à l'aise lorsque Stéphane et Madeleine se trouvaient ensemble, la nuit, sans surveillance. Pourtant, au lieu d'y mettre un terme, elle a laissé cette situation se produire à plusieurs reprises. Pour un enfant en pleine croissance, même une seule fois aurait déjà été de trop. Ce que les enquêteurs ont découvert par la suite dressait un tableau totalement différent de celui que Jennifer avait voulu croire. Plus de 1700 fichiers et images numériques ont été retrouvés sur le disque dur de Stéphane, ainsi que des données téléphoniques qu'il avait délibérément supprimées, l'ensemble pointant vers des éléments extrêmement préoccupants. Il ne s'agissait plus de simples soupçons, mais de faits constituant la base d'une évaluation claire et documentée. Un autre élément important est également apparu. La relation entre Jennifer et Stéphane n'avait jamais été stable. Ils vivaient selon un cycle de séparation et de réconciliation jusqu'à leur rupture officielle en juin 2023. Avant cette séparation, tous les trois, Jennifer, Madeleine et Stéphane partageaient même le même espace de vie principal, la chambre parentale. Ce n'est qu'après leur rupture que Jennifer a finalement demandé à Stéphane de s'installer à l'étage. Bien que Jennifer ait publiquement nié avoir nourri le moindre doute à l'égard de Stéphane, ses propres propos lors des entretiens ont révélé une réalité différente. Elle portait en elle des inquiétudes qu'elle n'avait jamais complètement écartées. La tragédie réside dans le fait que, au lieu d'agir sur la base de ses intuitions, elle a choisi de détourner le regard. Et ce silence a conduit à une issue dévastatrice pour sa fille. Cependant, même ses aveux ne constituaient pas l'ensemble du tableau. Un rapport d'incident issu de ce même entretien, rédigé et publié par le bureau du shérif du comté d'Orange, a révélé un élément qui a encore intensifié l'indignation du public tout au long de la séance. Jennifer Soto a tenté à plusieurs reprises de protéger Stéphane Michael Stearns, au point que les enquêteurs ont fini par lui demander pourquoi elle semblait accorder la priorité à son bien-être plutôt qu'à celui de sa propre fille. Plus troublant encore, Jennifer n'a pas manifesté le même niveau d'émotion lorsqu'elle évoquait les comportements préoccupants subis par Madeleine que lorsqu'elle parlait de la disparition de sa fille. Ce contraste l'a profondément choqué tant les enquêteurs que l'opinion publique. Il a donné l'impression que, plutôt que de reconnaître pleinement la gravité de ce qui se produisait au sein de son foyer, Jennifer l'avait accepté, ou à tout le moins, avait choisi de l'ignorer. Aux yeux des enquêteurs, les émotions qu'elle exprimait semblaient relever davantage d'un masque fragile que d'une inquiétude sincère. Face à une longue liste de signaux d'alerte évidents, appuyés par des évaluations professionnelles, le constat est devenu difficile à contester. Jennifer ne se contentait pas de pressentir que quelque chose n'allait pas, elle semblait accepter ce qui se déroulait entre sa fille et Stéphane. Cette attitude distante a conduit de nombreuses personnes à s'interroger sur un possible manquement à son devoir de protection envers Madeleine. Confrontés à ces éléments, les enquêteurs n'ont pas tardé à agir. 2 jours seulement après le signalement de la disparition de Madeleine, leur attention s'est rapidement portée sur Stéphane Michael Stearns. Les contradictions dans ses déclarations, son comportement inhabituel et l'accumulation d'indices indirects ont suffi à convaincre les forces de l'ordre de son implication directe. Le placement de Stéphane en garde à vue pour approfondir l'enquête est devenu non seulement un tournant majeur dans l'affaire, mais aussi le signe clair que la vérité commençait enfin à émerger après une longue période d'évitement. Même lorsque l'espoir s'amenuisait, les enquêteurs n'ont pas cessé leurs recherches. Ils ont minutieusement examiné chaque zone où Madeleine Soto avait été vue pour la dernière fois, suivi toutes les pistes possibles et analysé l'ensemble des informations reçues. Ce même jour, les détectives ont convaincu Stéphane Stearns de les autoriser à examiner son téléphone. Stearns pensait peut-être pouvoir rester calme et dissimuler l'essentiel, mais l'effet a été inverse. Des données troublantes ont commencé à apparaître pièce par pièce, mettant en lumière les incohérences de ses explications. Les enquêteurs ont ensuite exécuté un mandat de perquisition au domicile familial à Kissimmee.
Chaque détail de l'appartement a été examiné et les éléments découverts ont renforcé leurs soupçons initiaux. Stéphane n'avait jamais conduit Madeleine à l'école ce matin-là. À ce stade, les lacunes de son récit devenaient de plus en plus évidentes et une vérité préoccupante commençait à se dessiner. À ce moment-là, Stephen Stearns et Jennifer Soto séjournaient dans un hôtel du comté d'Orange chez le père de Stearns. Selon Jennifer, le Stearns semblait profondément ébranlé lorsqu'il a appris que les détectives avaient saisi son téléphone et que l'enquête avançait rapidement. Cette nuit-là, son anxiété croissante l'a conduit à prendre une décision inhabituelle. Les rapports indiquant qu'il a discrètement quitté l'hôtel, a parcouru plus de 2 heures de route jusqu'à Northport, sans jamais en expliquer la raison, puis est revenu le lendemain matin. Ce qui a attiré encore davantage l'attention des enquêteurs, c'est que la famille de Stearns vivait précisément à Northport. Pourtant, sa mère a affirmé ne pas l'avoir vu durant ce déplacement. Pour les enquêteurs, cette brève disparition constituait un signal préoccupant. S'était-il rendu là-bas pour gérer ou modifier un élément important hors de leur champ de vision? La raison de ce voyage inhabituel n'a été révélée que plusieurs semaines plus tard. Le 14 mai, lors d'un appel téléphonique avec son père, Stephen Stearns a finalement expliqué pourquoi il s'était rendu à Northport le 28 février. Selon l'enregistrement de l'appel, Stearns a déclaré « Mais bon, je voulais récupérer quelques affaires et tout mettre en ordre, me préparer à ce qui allait arriver, mais je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. » Loin d'apporter des éclaircissements, cette réponse a rendu la situation encore plus préoccupante. Elle a révélé à quel point Stearns était instable dans les jours qui ont immédiatement suivi la disparition de Madeleine, et elle a soulevé la possibilité qu'il ait tenté de gérer ou de modifier des informations importantes durant ce déplacement inexpliqué. Au cours de la conversation, lorsque son père a déclaré qu'il aurait simplement voulu comprendre tout ce qui s'était passé, Stearns a réagi de manière défensive. Il a répondu « Eh bien, ce n'est pas moi qui ai commencé ». Lorsque son père lui a rappelé qu'il avait été directement impliqué, Stearns n'a pas contesté, il a simplement répondu « Oui, les enquêteurs ont relevé un élément crucial de cet échange. À aucun moment, Stearns n'a nié explicitement être impliqué dans ce qui est arrivé à Madeleine. Son silence au moment clé a soulevé encore plus de questions que toutes ses déclarations. Les détectives ont également estimé que, lors de son déplacement à Northport, Stearns avait utilisé le réseau Wi-Fi du domicile de ses parents pour accéder à son compte Google et tenter de gérer ou de modifier des informations essentielles, notamment des fichiers liés à des comportements préoccupants qu'il avait précédemment dirigés envers Madeleine. Des comportements en violation manifestes des règles établies de protection de l'enfance. Mais au final, aucun de ces efforts n'a abouti. Les spécialistes en criminalistique numérique ont rapidement récupéré les données et ce qu'ils ont découvert n'a fait que confirmer une vérité troublante. Rien ne reste caché éternellement, en particulier lorsque les actes concernent un enfant. Peu après, les enquêteurs ont examiné le disque dur de l'ordinateur de Stephen Stearns et en ont extrait des informations déterminantes. Les experts numériques ont restauré de nombreux fichiers et images qu'ils pensaient avoir définitivement supprimés, chacun révélant des indices clairs de comportement enfreignant les règles établies de protection de l'enfance et impliquant Madeleine Soto. À la seule lecture de ces données, les enquêteurs ont compris qu'ils détenaient l'élément central de l'affaire. Une instruction ordonnant le placement de Stearns en garde à vue pour approfondir l'enquête a été émise immédiatement. Les premières accusations portées contre lui concernaient des infractions liées à la sécurité des mineurs ainsi que la possession de matériel interdit en vertu de la législation de l'État. Ce moment a marqué un tournant décisif, faisant basculer l'enquête du stade des soupçons à celui de la certitude. Stephen Stearns se trouvait désormais au cœur de cette tragédie. Les enquêteurs ont également découvert sur le téléphone de Stearns une image montrant l'une des colocataires de Jennifer dans la salle de bain. Enregistrée sans le respect de son droit à la vie privée, la femme a confirmé par la suite qu'elle n'avait jamais donné la moindre autorisation valable pour la prise de cette image. Le même jour, les détectives ont interrogé l'une des anciennes compagnes de Stearns. Sa déclaration a révélé des éléments supplémentaires particulièrement préoccupants, contribuant à dresser un portrait plus clair de ses violations répétées de la vie privée et de son mode de vie inquiétant. Lors de l'entretien, elle a décrit leur relation brève ainsi que les comportements qui l'avaient mise mal à l'aise.
Elle a expliqué que, même après sa rupture avec Jennifer, Stearns continuait à se rendre à l'appartement de celle-ci et y passer la nuit pour des raisons qu'elle jugeait suspectes. Il affirmait que Jennifer et Madeleine ne pouvaient pas dormir s'il n'était pas présent. Pour elle, cette explication constituait un signal d'alerte évident. Son malaise n'a cessé de croître jusqu'à la convaincre que quelque chose n'allait pas. Ce qui l'a finalement amené à mettre un terme définitif à la relation. Les enquêteurs ont également récupéré la même image de la colocataire de Jennifer sur le téléphone de Stearns, confirmant qu'elle avait été filmée sans autorisation à l'intérieur de la salle de bain, en violation manifeste de sa vie privée. La victime a par la suite confirmé que cette image avait été prise sans aucun consentement légitime. Ce même jour, les détectives ont interrogé une autre ancienne compagne de Stearns. Son témoignage a apporté de nouveaux éléments troublants, renforçant le dossier et documentant son mépris constant des limites personnelles et ses comportements à risque. Elle a expliqué que, même après avoir mis fin à sa relation avec Jennifer, Stearns passait fréquemment la nuit à l'appartement de celle-ci, avançant une justification qui n'a fait qu'accentuer ses inquiétudes. Il insistait sur le fait que Jennifer et Madeleine avaient besoin de lui pour dormir à ses yeux. Cette affirmation constituait un autre signe d'alerte indiscutable. Le sentiment de malaise s'est intensifié jusqu'à ce qu'elle décide, elle aussi, de rompre définitivement tout lien avec lui. Dès le 1er mars, lors d'une conférence de presse officielle, les enquêteurs ont déclaré publiquement que Madeleine Soto pourrait ne plus être en mesure d'interagir. Il s'agissait d'un tournant déchirant dans l'affaire. Alors que l'espoir fragile de la famille commençait lentement à s'éteindre, l'élément clé provenait d'images de vidéosurveillance. Aux alentours de 7h35 le matin du 26 février, des caméras ont filmé Stephen Stearns en train de jeter le sac à dos scolaire de Madeleine ainsi que son ordinateur portable fourni par l'école dans une benne à ordures située près du complexe d'appartements de Kissimmee. L'horaire correspondait précisément à la matinée durant laquelle Madeleine avait été déclarée absente, renforçant la conviction des enquêteurs que le pire scénario s'était déjà produit. D'autres images ont révélé un fait encore plus alarmant. Stephen Stearns circulait en voiture avec une forme immobile à l'intérieur du véhicule, une forme que les enquêteurs ont estimée être Madeleine Soto. Des conclusions ultérieures ont établi qu'elle avait subi un impact physique violent, ayant provoqué un arrêt de sa respiration, probablement à l'intérieur du domicile. Cela signifiait que le récit d'une matinée normale et l'arrêt supposé chez McDonald's n'était qu'une mise en scène. La réalité était bien plus douloureuse. Durant ce laps de temps, Stearns circulait avec Madeleine alors qu'elle n'était déjà plus en mesure de réagir. Une trahison dévastatrice de la confiance qui lui avait été accordée vers 16h30 cet après-midi-là. Les enquêteurs du comté d'Orange ont fait une découverte tragique. Madeleine Soto, non réactive, a été retrouvée dans une zone boisée, près de Hickory Tree Road, dans le comté d'Osceola, déposée discrètement entre deux arbres. Le lieu se trouvait à moins de 20 minutes de route de son domicile à Kissimmee, mais il marquait la fin du parcours d'une fillette de 13 ans. Immédiatement après la découverte, les détectives ont rencontré la mère de Madeleine, Jennifer Soto, afin de lui annoncer la nouvelle et d'ouvrir une nouvelle phase de l'enquête. Lors de cet entretien, un élément a particulièrement retenu l'attention, éclipsant toutes les autres contradictions. Lorsque les enquêteurs ont présenté à Jennifer Soto des preuves indiquant que sa fille avait été victime de violations graves de sa sécurité personnelle à l'intérieur du domicile, elle s'est effondrée, sanglotant de manière incontrôlable face à des images qu'elle ne pouvait nier. En revanche, lorsque les détectives l'ont informée de la possibilité que Madeleine ne soit plus en mesure d'interagir, Jennifer n'a pas manifesté le même niveau d'émotion. Ce contraste a soulevé une question troublante. Ces réactions traduisaient-elles la douleur authentique d'une mère ou des émotions sélectives centrées sur l'homme qu'elle avait cherché à protéger? Interrogée directement à ce sujet, Jennifer a répondu « Parce que là, c'était une preuve claire, c'était la preuve de ce qui s'était passé, c'est cela qui m'a brisé. » Elle a expliqué que, avant de voir ces images, entendre des descriptions ou observer une photographie floue ne suffisait pas à la convaincre que Madeleine était réellement en danger. Et même lorsqu'on lui avait annoncé que sa fille pourrait ne plus être réactive, elle s'accrochait encore à l'espoir fragile qu'elle soit en vie. « Mais ce que vous m'avez dit,
Cela m'a fait commencer à tout remettre en question, a reconnu Jennifer. Ce qui a rendu la situation encore plus controversée fut le comportement de Jennifer durant toute la période où Madeleine était portée disparue. Elle a fourni très peu d'efforts pour participer aux recherches. Elle a expliqué que les forces de l'ordre avaient déjà inspecté les zones où elle pensait que sa fille pourrait se trouver. Au-delà de cela, elle n'a manifesté ni l'urgence ni le désespoir que l'on attendrait généralement d'un parent dans une telle situation, un détachement que beaucoup ont jugé impossible à comprendre. Le 2 mars, Stephen Stearns a fait sa première apparition publique au tribunal du comté d'Osceola. Il a laissé son avocat s'exprimer en son nom et n'a fait aucune déclaration personnelle. Le juge a fermement rejeté sa demande de remise en liberté et a ordonné son maintien en détention dans l'attente de son procès. Parallèlement, un autre incident grave s'est produit sur le compte Instagram officiel du shérif Marcos Lopez. Une image provenant de la zone d'enquête a été publiée par Evers, et par erreur Cette photographie a involontairement révélé des informations concernant les vêtements de Madeleine ainsi que le lieu lié à l'endroit où son état non réactif avait été constaté. L'image a immédiatement suscité une vive indignation du public, ajoutant une détresse supplémentaire à la famille de la victime et portant atteinte à la dignité de l'enquête en cours. Le bureau du procureur de l'État a par la suite émis une contravention civile à l'encontre du shérif Lopez, assortie d'une amende de $500. Le 6 mars, de nouveaux documents judiciaires rendus publics ont confirmé une réalité dévastatrice. Stephen Stearns avait commis, pendant plusieurs années, des violations graves et répétées des limites de sécurité personnelle de Madeleine Soto. Ces documents ont non seulement renforcé le dossier juridique à son encontre, mais ont également mis en lumière l'ampleur et la durée des souffrances que la jeune fille de 13 ans avait endurées en silence. Peu après, les enquêteurs ont pris contact avec une connaissance qui avait rencontré Stearns environ 3 ans plus tôt lors d'une séance de jeu Warhammer. Cette personne a déclaré avoir été surprise d'apprendre que Stephen et Jennifer se présentaient encore comme un couple, car selon elle, leur relation s'était déjà détériorée depuis longtemps, en particulier après la disparition de Madeleine dans des circonstances inhabituelles. Ce qui l'a encore davantage préoccupé, c'est son souvenir que Stearns semblait plus affecté par la perte d'un lien inapproprié et dangereux avec une enfant qu'il côtoyait depuis longtemps que par la fin de sa relation avec Jennifer. Ce détail a mis en évidence un attachement déformé et malsain et est devenu un élément important pour les procureurs cherchant à illustrer l'état d'esprit de Stearns ainsi que les risques potentiels qu'il représentait. Ce même jour, les enquêteurs ont interrogé les parents de Stephen Stearns. Ceux-ci ont déclaré s'être opposés depuis longtemps à la relation entre leur fils et Jennifer Soto. Sa mère a expliqué que sa principale inquiétude concernait les antécédents de Jennifer liés à la consommation de substances nocives, ce qui rendait difficile toute confiance dans la situation. Son père a ajouté que Jennifer se voyait prescrire des médicaments pour des épisodes persistants de dépression émotionnelle et de stress psychologique prolongé et qu'à ses yeux, elle n'avait jamais exercé une influence positive sur Stephen. Ils ont également indiqué que lorsqu'ils étaient ensemble, une grande partie de leur temps était consacrée à de longues périodes de sommeil plutôt qu'à la construction d'une relation stable ou saine. De plus, lorsque l'un ou l'autre traversait une phase d'instabilité émotionnelle, au lieu de se soutenir mutuellement, ils semblaient s'entraîner vers le bas, créant un environnement instable, un cadre dans lequel une enfant comme Madeleine aurait eu beaucoup de mal à trouver le moindre sentiment de paix ou de sécurité. Le lendemain, le 7 mars, les détectives ont interrogé les colocataires de Jennifer Soto afin de reconstituer ce qui s'était passé cette nuit-là. L'une d'entre elles a indiqué avoir entendu un bruit indistinct provenant de l'étage supérieur. Elle a expliqué que, par le passé, chaque fois que Madeleine et Stephen Stearns se retrouvaient seuls ensemble, Jennifer rassurait souvent son entourage en affirmant que tout allait bien, que Stephen n'adopterait jamais un comportement inapproprié ou dangereux envers Madeleine. Mais à la lumière des éléments désormais connus, ces paroles rassurantes prennent aujourd'hui une dimension particulièrement troublante. Quelques jours plus tard, le 12 mars, le bureau du procureur de l'État pour les comtés d'Orange et d'Osceola a officiellement annoncé un tournant majeur dans l'affaire.
Un total de 60 chefs d'accusation a été retenu contre Stephen Stearns, allant d'infractions de haut niveau à des faits liés au traitement de contenus numériques préoccupants. Ces accusations comprenaient 8 chefs relatifs à des violations des limites de protection impliquant un enfant de moins de 12 ans, 5 chefs concernant des mineurs âgés de 12 à 18 ans, 7 chefs liés au traitement de données préoccupantes, ainsi que 40 chefs portant sur la possession de contenus numériques inappropriés dépassant 10 fichiers. L'ampleur de ces accusations a non seulement révélé l'étendue des faits reprochés, mais également mis en évidence un schéma de comportement s'inscrivant dans la durée sur plusieurs années pour le public comme pour la famille de Madeleine. Cette annonce a été à la fois profondément douloureuse et le premier pas concret vers une justice longtemps attendue. La chef de la police de Kissimmee, Betty Holland, s'est exprimée lors d'une conférence de presse solennelle. Elle a déclaré « Nous exprimons notre profonde reconnaissance envers les efforts inlassables de nos partenaires du bureau du procureur de l'État dans leur quête de justice pour Madeleine. Il s'agit d'une affaire complexe, comportant de nombreuses strates, et notre travail est loin d'être terminé. Nous continuons d'examiner chaque détail de la chronologie afin de clarifier l'ensemble des événements ayant conduit à la perte déchirante de Madeleine. » D'un ton posé mais chargé d'émotion, la chef Holland a souligné que cette enquête ne constituait pas seulement une procédure judiciaire, mais un engagement envers la famille de la victime et envers la communauté, la promesse que la vérité serait mise en lumière. Une seconde conférence de presse s'est tenue le 21 mars, suscitant une attention publique considérable. Lors de cette intervention, la chef de police Betty Holland a insisté sur le caractère extrêmement complexe de l'affaire de Madeleine, soulignant la multiplicité des éléments devant être vérifiés avec rigueur. Elle a exhorté les enquêteurs à travailler avec la plus grande minutie, à ne négliger aucun détail et à reconstituer intégralement la chronologie ayant mené à la perte tragique de la jeune fille de 13 ans. La chef Holland a également précisé que, tout au long de l'enquête, toute personne étroitement liée à Madeleine serait considérée comme un suspect potentiel jusqu'à ce que son implication soit écartée. Il s'agissait non seulement d'un principe juridique, mais aussi d'une méthode visant à garantir que toutes les pistes soient explorées et qu'aucune possibilité ne soit négligée dans la recherche de la justice. Dans les jours qui ont suivi, le père de Stephen Stearns a pris l'initiative de contacter le service de police de Northport afin de remettre plusieurs effets appartenant à son fils, conservés à son domicile et dans un espace de stockage. Parmi ces objets figurait un ancien ordinateur, un disque dur et 2 clés USB. Le disque dur semblait ne plus avoir été utilisé depuis 2020 et ne contenait pas de données significatives. En revanche, l'examen approfondi de l'une des clés USB a permis aux enquêteurs de découvrir plus de 35 000 fichiers de contenu numérique inappropriés. Le volume considérable de ces fichiers a non seulement choqué les enquêteurs et suscité une vive inquiétude, mais a également mis en lumière la gravité et la durée des agissements reprochés. Cette découverte est devenue une pièce essentielle du puzzle, contribuant à dresser un portrait plus complet de Stephen Stearns et accélérant les démarches visant à engager formellement des poursuites à son encontre. Le 10 avril, Stephen Stearns en a appelé son père lors d'une conversation tendue. Il lui a déclaré « Papa, tu sais que je n'aurais jamais voulu qu'une chose pareille arrive à Madeleine. Honnêtement, je ne suis pas sûr qu'une seule personne soit responsable. Peut-être que c'est une combinaison de plusieurs facteurs qui a mené à cela. Je n'ai jamais ressenti quelque chose comme ça auparavant. C'est lourd. » Son père a répondu en exprimant l'espoir que toute la vérité finirait par être révélée, mais au lieu de manifester un véritable remords, Stephen Stearns s'est contenté d'une réponse brève. Eh bien, oui, même à cet instant, il a tenté de se distancier de toute responsabilité, se présentant comme un simple élément d'une situation tragique plutôt que d'assumer le rôle central qu'il avait joué. Cette attitude n'a fait qu'amplifier la frustration du public, car la perte de Madeleine ne saurait jamais être justifiée par des réponses aussi évasives. Le 18 avril, les détectives de Kissimmee ont organisé un nouvel entretien officiel avec Jennifer, cette fois en présence de son avocat. Lors de cette audition, les enquêteurs se sont concentrés sur l'examen minutieux de l'ensemble de la chronologie des événements survenus lorsqu'elle est rentrée au domicile dans la nuit du 25 février 2025. L'atmosphère dans la salle était
tendu, chaque détail étant analysé et confronté à ses déclarations antérieures. Jennifer a dû répondre à des questions directes, l'obligeant à expliquer les incohérences et les zones d'ombre de son récit. Les détectives cherchaient à déterminer si l'épuisement, son état émotionnel ou les décisions prises cette nuit-là avaient contribué à obscurcir la vérité. Pour beaucoup, cet entretien a été perçu comme l'un des moments clés permettant d'éclaircir ce qui était arrivé à Madeleine. Quelques jours plus tard, le 24 avril, le procureur de l'État pour les comtés d'Orange et d'Osceola, Andrew Bain-Vassin, ainsi que le département de police de Kissimmee, ont tenu une conférence de presse majeure. Ils ont officiellement annoncé que Stephen Stearns avait été inculpé par un grand jury en lien avec les circonstances ayant conduit à l'état non réactif de Madeleine Soto. Lors de cette allocution, la chef de la police de Kissimmee, Betty Holland, a souligné que les preuves révélaient une réalité profondément troublante. La personne qui aurait dû protéger Madeleine était précisément celle qui avait trahi cette confiance. Selon la chef Holland, Stephen Stearns avait entrepris des actions délibérées pour effacer des traces allant du fait de se débarrasser des effets personnels de Madeleine jusqu'au dépôt de son corps non réactif dans une zone boisée, et ce avant même que sa disparition ne soit signalée. Ce message lourd de sens soulignait la gravité de l'affaire et la nécessité d'une responsabilité totale. Le 19 septembre, les enquêteurs ont rendu public de nouvelles séquences d'entretiens menés séparément avec Jennifer et Stephen Stearns, confrontés directement aux incohérences et aux déclarations contradictoires. Stephen a choisi de garder le silence, d'éviter de répondre aux questions, puis a finalement demandé la présence d'un avocat. Jennifer, en revanche, a maintenu qu'elle n'avait réellement compris que Stephen Stearns avait franchi des limites de protection qu'à partir du 1er mai. Lorsque les enquêteurs lui avaient présenté des preuves qu'elle ne pouvait nier, un détective lui a alors posé une question directe. Après avoir compris quel genre de personne il était, lui avez-vous dit qu'il avait besoin d'un avocat ? Jennifer a répondu sans hésitation et avec une émotion visiblement limitée. Oui, je l'ai fait. Ce moment a suscité un vaste débat public. Au lieu du remords ou de la colère que beaucoup attendaient d'une mère, Jennifer est restée distante, amenant de nombreuses personnes à penser qu'elle pouvait en savoir davantage qu'elle ne l'avait admis jusqu'alors. Parfois, dans une tentative de justifier des déclarations incohérentes antérieures, certaines personnes s'accrochent à des explications ou invoquent des troubles de santé mentale. Stephen Stearns a adopté cette même approche lorsqu'un détective lui a posé la question suivante lors d'un autre entretien. Avez-vous des problèmes de mémoire qui vous empêchent de vous souvenir de ce que vous avez fait ? Stearns a répondu « Oui, je souffre d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité sévère. Je suis désolé, au bout d'un moment, les détails commencent à s'estomper. Les horaires que je vous ai donnés étaient simplement mes meilleures estimations. Je n'avais pas mon téléphone sur moi à ce moment-là, donc je ne connaissais pas l'heure exacte. Cependant, cette explication n'a fait que rendre l'ensemble de son récit encore plus complexe. En fin de compte, les enquêteurs ont patiemment analysé chaque détail, examiné toutes les incohérences et mis la vérité au jour. En juillet 2025, une audience cruciale s'est tenue afin d'éviter la peine maximale prévue par la loi de l'État. Stephen Stearns a plaidé nolo contender pour l'accusation liée au fait que Madeleine Soto ne soit plus en mesure de réagir et il a accepté sa responsabilité pour 20 chefs d'accusation supplémentaires relatifs au franchissement des limites de protection envers un mineur. Le juge Keith Karsten l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour l'accusation concernant l'état non réactif de Madeleine, ainsi qu'à plusieurs peines de prison à vie supplémentaires pour les 20 chefs liés aux violations de la sécurité de l'enfant. Plusieurs membres de la famille et des proches, dont le père de Madeleine, Tyler Wallace, étaient présents dans la salle d'audience et n'ont pu retenir leurs émotions à l'approche de ce moment décisif précédant le prononcé de la peine. D'une voix tremblante, Tyler a déclaré « Madeleine Soto était ma fille, elle était le bonheur, elle était une joie à côtoyer. Elle était originale et intelligente, curieuse, un peu distraite comme moi aussi, cela arrive parfois, mais je l'aimais tellement et je n'ai pas pu être dans sa vie autant que je l'aurais voulu en raison des circonstances et des choix que j'ai faits, en raison de la façon dont les finances ont fonctionné. Ma relation avec ma fille était tendue et cela commençait enfin à s'améliorer.
La dernière fois que je l'ai vue, c'était en octobre 2023 et elle était venue me rendre visite pendant quelques jours. Et quand je l'ai raccompagnée à l'aéroport, je lui ai dit, tu sais, tu vas bientôt avoir 13 ans, quand tu auras 13 ans, tu auras le choix du tuteur avec lequel tu souhaites rester. Est-ce que tu aimerais rester avec moi et en parler ? Et elle a dit oui, qu'elle le voudrait. Et j'étais si près de retrouver ma petite fille, monsieur. À cause des actes de cet homme dépravé, je ne rencontrerai jamais la femme qu'elle était en train de devenir. Et je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre ton égoïsme, le caractère déplorable de tes actes, ta perversité. Tu es faible, tu es un lâche, tu es sournois, tu t'es introduit dans une famille et tu as profité et exploité ses membres lorsqu'ils étaient vulnérables. Cela a déchiré ma famille, cela a conduit à des disputes sur qui peut aller où, qui peut obtenir quoi et qui peut aider qui. Mais nous sommes tous à bout, car cela ne guérit pas avec le temps. Ce n'est pas comme les autres décès que j'ai vécus. Cela ne fait qu'empirer. Cela empire à chaque fois que j'y repense. Et la véritable horreur de ce que cet homme lui a infligé, et je ne peux qu'espérer qu'il vive longtemps en prison et qu'il subisse les mêmes horreurs que celles qu'il a fait subir, infligées par ses codétenus. Merci. Il est à noter que, immédiatement après le prononcé de la peine, Stéphane a également pris la parole. Dans une déclaration brève mais profondément contradictoire, il a affirmé que « Je suis d'accord que ce n'est pas juste que Madeleine ne soit plus ici. J'ai encore beaucoup de mal à concevoir un monde dans lequel elle n'est plus présente. » Jennifer Soto, la mère de Madeleine, était absente lors de l'audience. Elle ne s'est pas présentée au tribunal et n'a soumis aucune déclaration concernant la sentence. Son silence contrastait fortement avec la douleur et l'indignation exprimées par les autres membres de la famille, compte tenu de son historique, marqué par le fait qu'elle avait à plusieurs reprises pris le parti de Stephen Stearns, la personne accusée de violation prolongée des limites appropriées concernant Madeleine et d'actes liés à la perte de sa capacité d'interaction. Son absence n'a, pour beaucoup, plus été une surprise. Il est important de souligner qu'en août 2025, Jennifer Soto n'avait été inculpée d'aucune infraction, selon des sources officielles. Les forces de l'ordre ne considéraient pas, à ce moment-là, qu'elle ait commis des actes atteignant le seuil requis pour des poursuites pénales. En hommage à Madeleine, une veillée communautaire s'est tenue le même jour à l'endroit où son état non réactif avait été découvert, organisé par le groupe Boots on the Ground for Maddie. L'événement visait à honorer sa mémoire et à réclamer justice. Le père de Madeleine, sa belle-mère et sa grand-mère étaient présents, allumant des bougies et partageant des prières dans une atmosphère solennelle et chargée d'émotions. Mon cœur se brise profondément de devoir partager avec vous tous la perte d'un enfant à la suite d'un acte aussi dévastateur. Madeleine est entrée dans nos vies avec optimisme et une force d'esprit inébranlable. Son rire illuminait notre foyer, même lors des jours les plus difficiles. Je me souviendrai toujours des matins passés à brosser et tresser ses longs et magnifiques cheveux blonds. Le père de Madeleine, Tyler Wallace, a discrètement déposé des fleurs fraîches sur le lieu du mémorial. Il s'est penché pour lire les messages laissés par des amis et des membres de la communauté. Submergé par l'émotion, il s'est ensuite éloigné afin de se recueillir à l'écart. Un an après la perte déchirante de Madeleine, sa famille et la communauté se sont réunis de nouveau au Lakefront Park pour honorer sa mémoire. Un petit mur décoré de peluches, en référence à l'amour de Madeleine pour les jouets en tissu, a été érigé en son hommage. Terosina Niles, une parente de Madeleine, s'est adressée aux personnes présentes, appelant chacun à devenir une voix pour les enfants qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. L'histoire de Madeleine Soto n'est pas seulement une tragédie profondément douloureuse sur le plan personnel, mais aussi un avertissement pour la société dans son ensemble. Une adolescente de 13 ans, pleine de rêves et de lumière, a perdu la possibilité de poursuivre son jeune parcours parce que les personnes qui auraient dû la protéger ont échoué à le faire. Pourtant, au cœur de ces journées difficiles, l'amour de son père, de sa belle-mère et de toute la communauté a révélé la force de l'unité et la foi en la justice. De cette douleur, une leçon essentielle se dégage. Les enfants ont besoin de plus que de l'amour. Ils ont besoin d'être entendus, crus et protégés contre des influences néfastes
qui peuvent exister même au sein des environnements que nous considérons comme familiers et sûrs. Il s'agit d'un récit d'enquête destiné à sensibiliser, rappelant que chaque adulte porte la responsabilité de s'exprimer et d'agir afin qu'aucun enfant ne soit jamais réduit au silence ou laissé à l'abandon. L'histoire de Madeleine Soto montre également que des événements tragiques peuvent se produire dans les lieux même que nous pensons les plus sûrs. Pourtant, l'amour de sa famille et de sa communauté démontre qu'un nouvel espoir peut encore naître. Ce n'est pas seulement une affaire judiciaire, c'est un rappel puissant de notre devoir d'écouter, de protéger et de défendre les enfants qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Cette vidéo a été créée dans un but éducatif et de sensibilisation de la communauté à la justice et à la protection de l'enfance, sans aucune intention de recourir à des éléments choquants ou sensationnalistes. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour nous rejoindre dans nos prochains épisodes de documentaires True Crime où chaque histoire devient une voix pour la justice des enfants, pour leur protection et pour un monde dans lequel chaque enfant est en sécurité, aimé et entendu.